Bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente, je m'appelle Mathis Coste et je suis doctorant contractuel au laboratoire SPH sous la direction de Steve Demazeux et de Christophe Gou. Je suis en train de préparer une thèse dans une perspective d'épistémologie sur les troubles du neurodéveloppement, donc une catégorie diagnostique relativement récente puisque ce terme apparaît en 1968 et il est vraiment institutionnalisé, pourrait-on dire, en 2013 avec la cinquième édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, qui en formalise son usage contemporain. En fait, je travaille sur cette catégorie déjà depuis un petit moment, environ 8 ans, je dirais, sous plusieurs angles, que ce soit du côté académique, donc j'ai une formation en psychologie à la base, puis voilà, je me suis tourné vers la philosophie, du côté associatif, voilà, je suis dans de nombreuses associations sur ce sujet-là, et puis aussi, voilà, je mène des formations et des conférences autour de ces thématiques. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous parler principalement en tant que jeune chercheur en philosophie. Donc voilà. Donc, je suis très heureux en fait de vous présenter pour les doctorales une communication qui s'intitule le concept de développement chez les aliénistes du 19e siècle, la question du potentiel d'éducabilité de l'enfant catégorisé comme idiot, entre guillemets. Donc, pourquoi aborder cette thématique? Parce qu'il me paraît important de revenir à l'histoire pour comprendre les logiques philosophiques associées au concept de développement, un concept structurant dans les troubles du neurodéveloppement tels qu'on les définit aujourd'hui. Et aussi parce que les différents troubles regroupés sous cette catégorie, donc autisme, TDAH, troubles intellectuels, troubles 10, et j'en passe, troubles moteurs de la communication, enfin voilà, j'en passe, possèdent en fait, tous ces troubles-là, ils possèdent une histoire bien plus ancienne. D'autres appellations et classifications les ont précédées, avec lesquelles des résonances conceptuelles, pourrait-on dire, hein, sont repérables, à condition, très importante, de se garder de tout anachronisme. J'ai donc souhaité, dans cette communication, revenir à une période donnée et située pour que nous puissions discuter des embarras et des présupposés qui sous-tendent ce que l'on entend par, entre guillemets, problème de développement. Qui, je pense, est centrale. Donc voilà, dans le contexte des aliénistes du 19e siècle. Donc, qu'est-ce que c'est les aliénistes? Ce sont des médecins spécialisés dans les questions liées à l'aliénation mentale ou aux troubles mentaux, on dirait aujourd'hui. Donc vraiment, enfin, c'est le terme du 19e siècle. Donc c'est un sujet qui contient tout de même une littérature primaire et secondaire plutôt dense, hein, sur lequel je vais m'appuyer, et je vais suivre en grande partie, avec des ajouts et des modifications, bien évidemment, la lecture que propose Foucault, Michel Foucault, dans son cours du 16 janvier 1974 au Collège de France, où il soutient qu'à cette période se met en place un pouvoir psychiatrique particulier qui ne s'appuie pas véritablement sur la figure de l'adulte, mais sur celle de l'enfant, et moins sur l'enfant dit fou que sur celui considéré comme idiot, dont la redéfinition du 19e siècle s'inscrit précisément dans une problématique du développement. Donc, avant de commencer, je souhaite préciser que j'emploierai des termes particuliers comme idiot, idiotie, fou, folie, imbécilité, imbécile, retard. En fait, c'est des catégories qui sont historiques, en fait, qui sont indissociables de la période que j'aborde et que j'utilise dans leur sens strictement historique, sans aucune connotation péjorative. Voilà, mais je tenais à le souligner avant de commencer. Alors, revenons rapidement sur l'histoire célèbre de l'enfant sauvage de l'Aveyron. Découvert en forêt en 1797, cet enfant prénommé Victor fait très vite l'objet d'un vif intérêt, car ce dernier est mutique, insensible au langage ou encore à la chaleur. Il ne marche pas de la même façon que les autres. En bref, il présente un bon nombre d'écarts à la norme. Considéré comme idiot pour certains, Victor est transféré à Paris et confié au médecin Jean-Marc Gasparitar, que vous voyez juste ici. Euh, donc, là où la psychiatrie naissante range l'idiotie parmi ses catégories cliniques, au même titre que la manie, la mélancolie ou la démence, en la considérant comme un état sur lequel on ne peut guère intervenir, Itard en propose une lecture différente de cette condition. Pour lui, ce qui affecte Victor n'est pas dû à une atteinte constitutive, mais à ce que l'on pourrait appeler une privation relationnelle précoce. C'est l'absence d'échange humain qui a empêché ou modifié le développement de ses sens et de son esprit.
Donc, héritier de la philosophie de Condillac, Itard part donc du principe que ce déficit est corrigible par une intervention méthodique. Il rédigera un premier rapport, donc là vous voyez le rapport en question, enfin le livre du rapport, en 1801, exposant son projet éducatif qui vise notamment à, je le cite, attacher Victor à la vie sociale, à éveiller sa sensibilité par des stimulations physiques et affectives, à développer progressivement ses facultés par l'imitation. Comme l'indique Jacques Hochmann, qui est un contemporain et qui a lui aussi travaillé sur cette histoire, cette entreprise se heurte cependant au scepticisme des aliénistes de son époque, pour qui l'idiotie révèle d'une imperfection organique irréductible à toute intervention éducative. Effectivement, l'aliéniste Philippe Pinel considère cet enfant comme, je le cite, un idiot banal et soutient que son état est congénital, l'abandon en forêt étant la conséquence du déficit et non la cause. Donc s'opère alors un débat, pourrait-on dire, entre inné et acquis. Donc s'agit-il d'un enfant dit idiot ou d'un enfant dont le développement a été entravé par l'isolement? On voit ici une tension entre deux présupposés, l'un qui stipule que c'est la constitution naturelle de l'individu qui détermine le développement, l'autre le place dans une histoire vécue et rééducable. Fin du suspense, 5 ans plus tard, en 1806, Ita rédige un second rapport faisant état de progrès très modestes et d'une non-acquisition du langage pour Victor. Ce qui va en réalité tendre, en fait, enfin, tout ça, ça va tendre à conforter la position des aliénistes sur l'incurabilité de l'idiotie à cette époque. Donc, comment les aliénistes décrivent l'idiotie? Dans son traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale de 1801, Pinel le définit comme une oblitération de la raison avec des instants rapides et automatiques d'emportement. Il note, page 198, que la division la plus nombreuse des aliénés incurables est sans doute celle des idiots, qui, comparés les uns les autres, offrent divers degrés de stupidité suivant qu'elle est plus ou moins complète. En plus d'indiquer que ces cas sont très nombreux dans les hospices, Pinel décrit donc une condition hétérogène dont les variations dépendent de l'atteinte des facultés qu'il regroupe sous le terme de raison. Si nous allons voir, si nous allons voir en fait du côté d'un de ses disciples influents, Jean-Étienne Esquirol, on retrouve dans ses écrits des années 1810 et les suivants cette même notion de degré, avec une grande variabilité de situation et de nouveaux termes, dont celui d'imbécilité, qui désigne un individu bien conformé, assez proche d'une organisation normale donc, hein, mais dont les facultés ne peuvent se développer que jusqu'à un certain point. C'est notamment sous sa plume que se dessine plus franchement la question d'un arrêt du développement chez les idiots, entre guillemets. Un arrêt qui n'est en rien comparable à une maladie, dit-il, c'est, je le cite, un état dans lequel les facultés intellectuelles ne se sont jamais manifestées ou n'ont jamais pu se développer assez pour que l'idiot ait pu acquérir les connaissances relatives à l'éducation que reçoivent les individus de son âge et placés dans les mêmes conditions que lui. L'idiotie commence avec la vie ou dans cet âge qui précède l'entier développement des facultés intellectuelles et affectives. Les idiots sont ceux qu'ils doivent être pendant tout le cours de leur vie. Tout décèle en eux une organisation imparfaite ou arrêtée dans son développement. On ne conçoit pas la possibilité de changer de cet état. Donc c'est page 76 là que je prends cette citation dans un de ses ouvrages voilà, de 1838. Donc, en lisant Pinel ou Esquirol, on remarque que les nombreux exemples qu'ils énoncent sur l'idiotie sont ceux d'enfants. C'est ce que confirme également Jacques-Étienne Bellhomme, un autre aliéniste, qui a consacré sa thèse de doctorat à ce sujet en 1824. Donc, en indiquant dès les premières pages hein, que l'idiotie prend naissance dans l'enfance, tout en précisant lui aussi qu'il existe des nuances à l'infini, depuis celles qui sont les plus proches de la raison, jusqu'au degré où l'oblitération, donc là on revoit le terme qu'emploie Pinel, hein, des facultés est complète. Donc il y a une, voilà, comme un continuum pourrait-on dire. En somme, pour Bellhomme, l'effort éducatif est intrinsèquement lié
au degré de développement naturel de l'individu. Il dit, je le cite, page donc 29 et 30 de sa thèse, les facultés intellectuelles se manifestent souvent très inégalement. Les uns ont reçu une certaine dose de faculté, au-delà de laquelle ils ne peuvent s'élever. D'autres ont une ou plusieurs facultés dominantes et peuvent recevoir l'éducation qui est en rapport avec ces facultés. On voit chez certains l'intelligence se développer jusqu'à un certain point et rester à ce degré. D'autres présentant un grand nombre de développements d'abord, qui s'arrêtent tout d'un coup. C'est, pourrait-on dire, hein, à ce moment-là qu'apparaissent les prémices d'une clinique, entre guillemets, du développement, ou plutôt du non-développement, où la quantification des facultés intellectuelles en degrés devient un indice décisif, synonyme d'un état conçu comme stable. Très important. À cet égard, Michel Foucault souligne que Esquirol et Bellhomme mobilisent la notion de développement selon une logique largement binaire. Je le cite, hein, Foucault. Pour eux, le développement, c'est quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas, dont on a bénéficié ou non. On s'est développé dans le cadre d'intelligence ou de la volonté, ou on ne s'est pas développé comme un manque d'intelligence ou de volonté. Cela soulève des interrogations théoriques importantes que Foucault décrit très bien. Premièrement, l'aspect chronologique net, soit l'idée que l'idiotie apparaît dès le début de la vie de l'individu, à l'inverse d'autres affections qui ne s'expriment qu'à la puberté, par exemple, comme la manie, enfin voilà, comme d'autres altérations. Deuxièmement, la différence en termes de type d'évolution. Car comme le dit Foucault, si l'idiotie est un non-développement, c'est-à-dire qu'elle est stable, définitivement acquise, la condition d'origine elle n'évolue pas ontologiquement. Et troisièmement, le fait que l'idiotie est toujours associée à une perturbation organique de constitution, donc c'est-à-dire une perturbation qui est à chercher dans les organes et au niveau plutôt cérébral. Donc effectivement, épistémologiquement, la distinction entre état et maladie marque l'abandon de la folie comme événement au profit d'une conception de l'idiotie comme essence. Là où la maladie révèle une sémiologie du mouvement, donc crise, acné, déclin, la notion d'état institue une statique du sujet dans ce contexte médical. On passe ainsi d'un individu aliéné, dont l'altérité est accidentelle, à un individu déficitaire, dont l'existence et l'identité même, se confond avec sa limite. C'est-à-dire que l'individu est conçu dans son identité comme déficient, en fait. Voilà, c'est assez particulier. La personne n'est plus jugée sur ses actions, mais située sur un axe de complétude organique teinté d'un naturalisme. En opposant développement et non-développement, s'institue paradoxalement un fixisme qui nie la dimension historique et précisément le potentiel développemental de la personne concernée par l'idiotie. C'est-à-dire qu'en fait, elle est fixe, elle ne se développe pas, paradoxalement. C'est pour ça le non-développement. Si cette dernière, donc l'idiotie, est considérée comme une perturbation de constitution, elle est ancrée dans le biologique, selon un organicisme qui rend le temps stérile ou inopérant. Cette vision s'oppose radicalement à l'optimisme pédagogique. Là où Itard percevait dans le manque une opportunité de stimulation, le modèle médical des auteurs que l'on vient rapidement de voir impose un refus catégorique. En ancrant le trouble dans un critère ontologiquement immuable, il scelle le destin, entre guillemets, hein, de l'individu sous le signe de l'incurabilité, limitant l'action humaine à la simple gestion. C'est ce qui se passait en fait à cette époque-là, au début des années 1800. C'est-à-dire que la question de l'idiotie, c'était plutôt une gestion, quoi. Il y avait pas, il y avait comme idée d'éducation, mais en fait, c'était plutôt on gérait et on enfermait les personnes catégorisées comme idiots parce que on pensait que l'éducation, enfin ils pensaient que l'éducation n'était pas possible. Donc limitant l'action humaine à la simple gestion de l'existence plutôt qu'à une transformation ou le développement du sujet, quoi. C'est-à-dire que on ne cherche pas à ce que le sujet se développe, on gère son existence, quoi. Donc voilà les raisons propres à la notion de développement pour lesquelles l'idiotie apparaît à cette époque, selon la plupart des aliénistes, comme difficilement rééducable, et la question de l'enfance y est structurellement imbriquée, hein, car cette perturbation est dite développementale apparaît en fait très tôt, finalement. Et c'est là qu'on voit la notion de développement qui est très associée à la question de l'enfance.
Celui qui viendra grandement infléchir cette position est Édouard Seguin, en proposant une nouvelle conceptualisation du développement troublé, pourrait-on dire. Formé dans le sillage de l'aliénisme français, il est nommé instituteur à Bicêtre en 1840 avec l'appui d'Esquirol. Et c'est déjà en soi un renouveau, hein, puisque à cette époque, comme on l'a vu, il était jugé grandement inutile d'enseigner aux enfants idiots. C'est au contact quotidien de ces enfants qu'il élabore l'une des premières méthodes dites médico, entre guillemets, pédagogiques, partant du principe qu'aucun enfant n'est inéductable à l'éducation. Il construit une pédagogie progressive allant de l'éducation sensorielle vers le développement des facultés intellectuelles en s'appuyant notamment sur le jeu. Et publié en 1846, son ouvrage majeur d'environ 730 pages, qui se nomme voilà, Le traitement moral, hygiène et éducateur des idiots. Et éducation, pardon, des idiots. Sachant que tous ces ouvrages-là, vous pouvez les consulter sur Internet, ils sont facilement accessibles, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Donc, dans les premières pages de son ouvrage, Séguin critique ses prédécesseurs. Concernant Itard, il estime que les limites de son approche tiennent en partie à l'arrière-plan théorique et philosophique. Il préconise à l'inverse une démarche fondée sur la pratique et l'accompagnement direct des enfants pour construire sa réflexion. En fait, à l'inverse de Itard, qui partait de présupposés philosophiques pour construire sa réflexion, Séguin, lui, part d'un processus inverse où il construit sa réflexion en partant de la pratique, en accompagnant les enfants. Donc, à l'égard d'Esquirol, donc il est critique envers ses contemporains, hein. À l'égard d'Esquirol, il rapporte, je le cite, Monsieur Esquirol me disait souvent qu'il ne s'était jamais occupé des idiots, et que s'il avait consenti à diriger mon travail, c'était pour ajouter l'autorité de son nom à mon expérience un peu jeune d'aspect. Donc pour lui, l'institution médicale et plus largement la médecine de son temps, hein, ne prend pas suffisamment en considération la spécificité de l'idiotie, dont les définitions ne sont pas satisfaisantes. Il suggère à cet effet que l'idiotie n'a pas constitué un objet central pour les aliénistes, souvent absorbé par de nombreux malades au sein des asiles. Selon lui, beaucoup ne l'ont abordé que que superficiellement, quoi. Se limitant à une définition exclusivement psychologique de l'idiotie, réduite au manque d'intelligence ou à l'idée qu'un sujet en fait est sans trop d'esprit. Et justement, Séguin, il va militer pour un apport plutôt enfin, physiologique, pourrait-on dire, de l'idiotie, c'est-à-dire que la rééducation, elle se fait dans le corps, elle se fait dans le jeu, dans l'interaction entre les corps, etc. Donc, il conteste cette approche qu'il juge méthodologiquement fragile, hein, donc l'aspect psychologique. Et afin de remédier à ces insuffisances, Seguin établit, en plus d'une méthode pédagogique, hein, une distinction entre l'enfant dit arriéré ou en retard et l'idiotie. Distinction qui vient légitimer la possibilité d'une éducation. Donc, je le cite, hein, l'idiotie, même superficielle, offre un arrêt de développement physiologique et psychologique. Donc, vous voyez, là, il parle de la notion de physiologie qui est importante. L'enfant retardé ne s'arrête pas dans le sien. Seulement, il se développe plus lentement que les enfants de son âge. Il est en arrière sur toute la ligne de leur progrès. Et ce retard, chaque jour plus considérable, finit par établir entre lui et eux une différence énorme, une distance infranchissable. Donc ça, vous l'avez, page 72 de son ouvrage. Concernant l'idiot, on voit une distinction semblable à Bellone. C'est-à-dire que la différence n'est pas pour Seguin, hein, n'est pas dans la description du phénomène, effectivement, les deux parlent d'un arrêt du développement, hein, mais dans en fait ce qu'ils en concluent. Chez Bellhomme, l'arrêt du développement est un constat qui ferme la question éducative. L'individu ne peut recevoir l'éducation qu'en rapport avec son degré naturel, point. C'est un plafond constitutionnel, pourrait-on dire. Chez Seguin, l'arrêt du développement est un constat qui ouvre, au contraire, la question éducative. Si le développement est un processus commun qui peut être ralenti ou bloqué, alors une intervention méthodique peut potentiellement le relancer. En d'autres termes, pour Seguin, euh, éduquer l'idiot, ce n'est pas combler un vide ou substituer quelque chose qui manquerait, c'est activer ce qui existe de façon latente, euh, et justement, en régulant les sens, en éveillant les désirs,
Il faut créer du lien avec le monde extérieur. Donc c'est vraiment la méthode de ce game. L'idiotie, en fait, n'est pas un manque de substance. C'est, en fait, ce qui manque, c'est plutôt l'isolement de ces personnes-là. Et l'éducation, c'est ce qu'il appelle justement une dynamique vitale. C'est-à-dire que il faut créer du lien. Et c'est ça qui est une dynamique, qui est une dynamique vitale, une mise en mouvement du vivant, quoi. C'est ce qu'il dit. Donc je le cite, page 331. Pour les idiots, le problème de l'éducation ne consiste pas à substituer un mode de perception insolite à des modes de perception qui n'existent pas. Il réside tout simplement dans la possibilité de régulariser l'usage des sens, de multiplier les notions, de féconder les idées, les désirs, les passions de créatures qui, livrées à elles-mêmes, restent sans lien, sans rapport avec le monde extérieur, restent idiots. C'est une question de dynamique vitale. Donc voilà, vous l'avez page 331 si vous voulez voir un peu ce qu'il en dit ensuite. Donc voici l'analyse qu'en fait Foucault. Donc le développement, chez Seguin, il est pensé moins comme une faculté présente ou absente, mais comme une dimension temporelle spécifique, un processus affectant, voilà, pourrait-on dire, les fonctions psycho-organiques et cognitivo-comportementales communs à tout sujet. Tout ça, c'est commun à tout sujet, mais susceptible de subir un arrêt ou un ralentissement, comme si un facteur quelconque pouvait bloquer ou altérer son origine même ou son déploiement. Le développement suppose donc une norme caractéristique. Celui-ci est envisagé comme une suite chronologique, régulée avec un point idéal à atteindre, servant de référence. Mais surtout, précise Foucault, il y a deux variables. La première, c'est l'enfant dit idiot, et la deuxième, c'est celui dit en retard ou avec un retard. Et voilà, il définit, Foucault, ces deux variables, elles définissent une double normativité, dit Foucault. La première variable concerne le stade, pardon, auquel le développement peut s'arrêter le long de cette dimension temporelle. Dans cette perspective, l'idiotie, donc, correspond à un arrêt précoce du développement, on l'a dit, pardon, très jeune, l'individu demeure à un certain niveau ou stade de maturation, où une sorte d'interruption a lieu à un moment donné de sa progression. L'aspect normatif, dit Foucault associé, est que l'évaluation se fait par rapport à la norme finale du développement, c'est-à-dire à l'adulte, qui représente l'aboutissement attendu du processus. La seconde variable concerne la vitesse du développement. Ici, le processus ne s'interrompt pas, mais il se déroule plus lentement à cause d'un élément sous-jacent. L'enfant dit retardé, hein, entre guillemets, continue de se développer, mais à un rythme inférieur à celui observé chez les autres enfants. Il se trouve progressivement en décalage avec eux, sans être pour autant arrêté à un stade précis. Lorsque l'on considère un retard dans le développement, la norme mobilisée n'est plus celle de l'adulte, mais celle des autres enfants du même âge. Le décalage est alors mesuré en fonction du rythme moyen de progression au sein même de l'enfance. Autrement dit, leur différence réside dans le fait que l'idiotie se définit par rapport à l'achèvement du développement, tandis que le retard se mesure par comparaison avec des trajectoires infantiles en degrés. La question d'idiotie et de retard sont donc à appréhender comme un continuum. Comme l'indique Foucault, je le cite, ou bien l'on peut s'arrêter à tel ou tel stade dans cette échelle de développement le long de cette dimension, et l'idiot, c'est précisément quelqu'un qui s'est arrêté très tôt à un certain stade, ou bien l'autre variable, c'est celle non plus du stade auquel on s'arrête, mais de la vitesse avec laquelle on parcourt cette dimension. Et l'arriéré, c'est précisément quelqu'un qui, sans être bloqué à un certain stade, est freiné au niveau de sa vitesse. Donc les deux conditions, en fait, se complètent d'après lui. Donc l'enjeu est donc de saisir les logiques propres du développement selon des degrés de possibilité qui s'ouvrent ou se bloquent, mais aussi les liens qu'il peut y avoir avec les organes, car Seguin considère que l'idiotie est une intelligence mal servie par les organes qui sont imparfaits. Là, c'est vraiment, Seguin, il part vraiment du principe qu'il y a quand même quelque chose à trouver dans les organes. Une chose est sûre, euh, en se plongeant dans l'ouvrage de Séguin, on comprend l'importance centrale qu'il accorde à l'intervention précoce. Pour lui, plus la prise en charge commence tôt,
plus le temps disponible pour agir sur le développement de l'enfant, qu'il soit idiot ou en retard, hein, est grand. L'âge constitue une variable essentielle du développement et de sa rééducation lorsqu'il est jugé anormal. Parce que, dit-il, ce gain, hein, selon l'âge, certains moyens de développement commencent ou cessent de devenir possibles. Donc, vous l'aurez compris, c'est avec cette nouvelle conceptualisation du développement, enfin d'un développement à problème, ou d'un problème de développement plutôt, que des approches pédagogiques émergent au sein même de l'institution asilaire. Et pour Foucault, c'est précisément à partir de ces gains que s'y dessine la figure du maître, témoignant d'un nouveau type de pouvoir qui s'exerce désormais du côté de l'éducation. Alors que au milieu du 19e siècle, l'espace psychiatrique infantile se met en place pour libérer les parents, grandement en tout cas, pour libérer les parents d'une charge que le travail rend incompatible avec la vie familiale. Euh, en d'autres termes, en fait, ces enfants dits idiots ou en retard ne doivent pas constituer un obstacle au travail. C'est sur la figure, forte de signification, hein, du maître que la famille place ses espoirs. Il doit être, le maître, quoi, il doit être irréprochable. C'est lui qui peut et doit agir sur le développement en retard ou en suspens, opérant ainsi de fait une dépossession de l'autorité familiale sur l'enfant à cette époque. Il y a donc, d'après Foucault, une autorité qui déborde du cadre strictement médical, et l'institution devient progressivement un espace disciplinaire à part entière. Le maître exerce sur l'enfant un contrôle total, organisant minutieusement son corps et son temps individuel ou en groupe, ses apprentissages, ses exercices de gymnastique, en bref, son emploi du temps complet. D'ailleurs, si ces questions vous intéressent, enfin, je vous recommande grandement le livre de Pascal Brier, qui est docteur en STAPS, qui a écrit en fait sur l'histoire de l'éducation physique dans les instituts médico-éducatifs. Donc vous l'avez juste ici, il est vraiment bien ce livre-là, donc je vous le conseille si vous voulez approfondir cette lecture. Enfin bref, reprenons. Donc, malgré un discours centré sur l'éducation et l'intégration, les premières institutions évoluent rapidement vers des logiques de prise en charge et de contrôle, redéfinissant de manière restrictive les idées pédagogiques. En fait, paradoxalement, hein, en privilégiant les méthodes éducatives au détriment des finalités, donc autonomie réelle des personnes ou encore l'inclusion sociale, cette approche a contribué, malgré ses intentions initiales, je précise, à un système peu émancipateur, relevant une tendance durable à confondre les moyens et les objectifs dans l'histoire du handicap, dite développementale. Et là, voilà, je vous renvoie vers d'autres sources voilà, sur les questions de l'histoire du handicap, les disability studies, il y a plein de choses très intéressantes à ce niveau-là. Euh, donc voilà, il y aurait bien d'autres figures à aborder, hein, comme Jean-Pierre Falleret qui met en place une école destinée aux enfants et aux jeunes femmes considérées comme idiotes ou imbéciles au sein de la Salpêtrière. Félix Voisin qui ouvre en 1834 à Issy-les-Moulineaux un institut orthophrénique, dont l'objectif en fait est de prévenir la délinquance, de la délinquance. Hippolyte Vallée, l'une des personnalités ayant assisté Édouard Seguin dans son travail éducatif à Bicêtre, qui participe directement aux expériences d'instruction de ses enfants idiots et qui fonde sa propre institution privée destinée à accueillir des enfants idiots en tout genre, en fait, mais surtout de familles aisées, évidemment. En fait, je vous dis tout ça parce que je vous parle de Séguin, mais en fait, il s'agit d'un mouvement général en fait, qui ne s'arrête pas d'ailleurs uniquement à la France. Et d'ailleurs, Séguin, il émigre aux États-Unis un peu après son ouvrage, justement parce que voilà, il y a des soucis avec la médecine de son temps. Et en fait, il va faire perdurer son approche et ses idées aux États-Unis. Donc, enfin, voilà, il y a plein de mouvements en même temps, c'est un mouvement global. Mais celui qui va institutionnaliser le plus systématiquement, en France du moins, l'articulation entre médecine et pédagogie est Désiré Magloire-Bourneville. Donc, il est à la fois médecin, publiciste, journaliste et homme politique. C'est notamment grâce à son action politique qu'un quartier spécifique dédié aux enfants idiots et épileptiques est créé à Bicêtre. Donc là, vous avez une illustration hein, mettant fin à leur hébergement indifférencié avec les adultes. Puisqu'avant, en fait, les enfants idiots
En fait, on mélangeait enfin, tout était mélangé, quoi. C'est-à-dire que enfants ou adultes, voilà, c'était compris dans dans les mêmes sections. Donc, Bourneville, il va vraiment changer ça. Donc, il est nommé médecin-chef à Bicêtre en 1879. Il y introduit donc un traitement précoce et progressif, mobilisant simultanément le développement moteur, sensoriel et intellectuel de l'enfant, transformant d'une certaine manière l'asile en école. En 1893, il étend son action hors du cadre hospitalier public en fondant à Vitry-sur-Seine le premier institut dit médico-pédagogique privé en France. D'abord destiné, donc cet institut est d'abord destiné aux enfants des milieux aisés, évidemment, selon un mode de prise en charge identique à celui qu'il a mis en œuvre à Bicêtre. L'institution organise une prise en charge différenciée selon les degrés d'atteinte. Donc les plus gravement déficients et invalides reçoivent principalement des soins d'hygiène et apprennent les gestes élémentaires de la vie quotidienne. Les enfants valides mais sévèrement atteints fréquentent une petite école encadrée par des infirmières institutrices axée sur l'éducation motrice et sensorielle. Les moins sévèrement touchés accèdent à une grande école confiée à des maîtres où ils suivent les disciplines de l'enseignement primaire. En reprenant la méthode de Séguin, Bourneville considère comme principe directeur la progression suivante, je le cite: conduire l'enfant, comme par la main, de l'éducation du système musculaire à celle du système nerveux et des sens, de celle des sens aux notions, des notions aux idées, des idées à la moralité. Donc vous voyez, la question de prendre par la main et d'accompagner l'enfant, de l'éduquer en l'accompagnant, quoi. Il insiste par ailleurs sur la nécessité d'une prise en charge précoce dès l'apparition des premiers signes de l'idiotie, voire le plus tôt possible. Donc c'est très en lien avec ce gain. Et en plus, comme il indique, les organes, en effet, donc là je le cite, hein, les organes, en effet, sont d'autant plus flexibles et l'imitation d'autant moins difficile quand l'enfant est plus jeune. Donc une chose est certaine, c'est que cette configuration institutionnelle est indissociable du développement parallèle de l'enseignement primaire, dont la loi Guizot de 1800, du 28 juin pardon, 1833 en constitue les premiers jalons. Elle oblige chaque commune de plus de 500 habitants à ouvrir une école primaire publique pour les garçons. À mesure que l'école se généralise à l'échelle internationale et devient obligatoire en France, enfin, obligatoire et gratuite en France avec la loi Ferry, les enfants identifiés comme incapables de suivre l'enseignement ordinaire sont progressivement récupérés et écartés. L'école devient ainsi, d'après Foucault, hein, un filtre orientant vers les asiles et les institutions spécialisées ceux qu'elles ne peuvent intégrer. En généralisant le repérage des enfants en difficulté, on peut observer que ce mouvement produit un effet spécifique. Plus le filet s'élargit, plus la population qui l'attrape se révèle hétérogène. L'idiotie profond, l'arriéré léger, par la suite l'irrégulier scolaire, ces figures se multiplient et se brouillent, rendant les catégories de plus en plus difficiles à tenir dans la pratique quotidienne des institutions. C'est notamment sur ce terrain que se déploie la querelle entre Bourneville et le psychologue expérimentaliste Alfred Binet. Pour le premier, on part de l'asile pour aller vers l'école. Pour le second, on parle de l'école pour identifier ceux qui ne peuvent pas suivre et les orienter vers des classes de perfectionnement séparées du reste. Derrière cette divergence se joue une bataille politique et sociale, et même, pourrait-on dire, qui est en lien avec des différentes disciplines, en fait, différents corps de métiers, en quelque sorte. Et aussi, en fait, tout ça, les présupposés vers une question, en fait, sur qu'est-ce que c'est finalement se développer normalement pour un enfant. Par rapport à la question du développement, je vous renvoie vers un autre livre de Dominique Otavi qui s'appelle De Darwin à Piaget et qui a travaillé sur cette question. Alors, pas sur les questions du développement dit anormal, entre guillemets, mais plutôt sur les questions du développement normal, entre guillemets. Et elle montre assez bien, en fait, comment l'évolutionnisme des idées évolutionnisme et la philosophie de Spencer, donc sur la récapitulation des espèces, a grandement influencé les questions éducatives et justement la psychologie expérimentale qui se met en place, donc notamment avec Alfred Binet et bien d'autres. Donc c'est assez intéressant et je vous invite à le lire si ça vous intéresse.
Alors, concluons maintenant. Donc voilà comment la théorisation d'un problème de développement, entre guillemets, a constitué au XIXe siècle en France un levier décisif pour légitimer, ou au contraire fermer, hein, la possibilité même de l'éducation. C'est en effet, on l'a vu, la façon dont on le conceptualise, cette notion de développement, qui détermine ce qu'on peut attendre ou non de l'enfant et de l'individu plus généralement. Pour résumer, hein, donc là je vous fais un résumé de tout ce qu'on a vu en condensé. Donc pour Pinel, Esquirol et Bellhomme, c'est le non-développement avec une origine organique des facultés intellectuelles qui prédomine. Un non-développement stable, bien loin d'une maladie, plutôt considéré comme un état constitutif rendant le temps inopérant et l'éducation peu utile, voire totalement inutile. Pour Itard, le déficit n'est pas forcément constitutif, mais aussi il peut être relationnel. C'est par exemple l'absence d'échanges humains qui peut entraver le développement et donc par une intervention méthodique, on peut justement potentiellement le relancer. En d'autres termes, aucun développement n'est entièrement fermé, quoi. Et théoriquement, c'est Seguin qui tire les conséquences d'une intuition un peu similaire, en définissant l'arrêt du développement non comme une fatalité constitutive, mais comme une interruption susceptible, pour certains, d'être relancée, et en distinguant également la question du retard, comme on l'a vu. Donc en fait, il ouvre un espace où l'intervention devient non seulement possible, mais légitime, introduisant, selon Foucault, un nouveau type de pouvoir qui sort du cadre strictement médical. Ce glissement du non-développement au développement bloqué ou ralenti est ce qui fonde théoriquement l'éducabilité de l'enfant idiot, que Bourneville va ensuite traduire en pratique institutionnelle en France, et d'autres avant aussi, hein, mais c'est vraiment Bourneville qui va vraiment travailler sur ça, avant que ces enjeux n'investissent progressivement celui de l'école. Quand on se plonge dans les textes, dans tous ces textes en fait, foisonnants, on remarque que derrière ce terme d'idiotie se cachent des profils extrêmement variés. Et ça, on le voit. Enfin, je vous invite à lire des ouvrages voilà, d'Esquirol, de Bellhomme, de Pinel. Ça peut être des enfants qui ne parlent pas, qui sont mutiques, d'autres qui parlent difficilement, d'autres qui ont des troubles moteurs, d'autres encore qui ne peuvent fixer leur attention, ou justement qui manifestent des comportements que leurs contemporains quoi, ne savent pas nommer autrement, hein, tout simplement. Dès l'origine, en fait, ces troubles sont en général ancré dans une réalité organique et cérébrale en termes de degrés, on l'a vu, hein. C'est précisément cette articulation entre cerveau et développement et enfant qui rend cette période particulièrement intéressante pour ma thèse, car on y voit émerger certaines des premières difficultés conceptuelles soulevées par ce type de lien, en fait. On pourrait d'ailleurs soutenir que c'est au XIXe siècle que se constituent, sous l'étiquette d'idiotie, hein, entre guillemets, certaines des réalités que nous désignons aujourd'hui sous le terme de troubles du neurodéveloppement, notamment la question du développement, des troubles du développement intellectuel. La catégorie est large, hétérogène, et c'est cette hétérogénéité qui pousse les cliniciens à multiplier les sous-distinctions, les degrés, les nuances, ouvrant ainsi des débats qui ne se referment pas, finalement. Il y aurait encore beaucoup à dire sur les questions coloniales, par exemple, où la notion de développement sert à hiérarchiser les peuples, sur l'anthropométrie, qui tente de mesurer et de classer les capacités intellectuelles à partir de caractéristiques corporelles, sur l'évolutionnisme, j'en ai parlé un peu avec Dominique Otavi, qui impose une vision téléologique du développement de l'enfant, comme récapitulation de l'évolution de l'espèce, ou encore sur les statistiques naissantes, qui permettent pour la première fois de définir une norme moyenne, un homme moyen, entre guillemets, et donc de rendre visibles les écarts. Tous ces enjeux convoquent à cette époque cette notion qui est embarrassante de développement. Donc, permettez-moi de terminer là où j'ai commencé. Rappelez-vous Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron, et le débat qu'il a suscité. Avait-il un trouble du développement au niveau du cerveau, comme le soutenait Pinel, d'une certaine façon, ou était-il un enfant dont le développement avait-il été entravé par l'isolement, comme le défendait grandement Itard? Au fond, peut-être que les deux avaient une part de raison. Pinel sur l'idée que des contraintes biologiques peuvent réellement peser sur le développement de l'individu. Un naturalisme qui continuera d'ailleurs à structurer les débats bien au-delà du XIXe siècle.
Itard sur le principe que ce développement est aussi une question de trajectoire vécue, profondément située, normative et toujours dépendante du regard qu'on lui porte. D'ailleurs, c'est bien ce que montre l'historien Jean-Luc Chappé, hein, vous l'avez l'ouvrage juste ici, dans son ouvrage donc, paru en 2017, Sauvagerie et civilisation. Victor, il fait une histoire en fait, il refait cette histoire de Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron, et il montre que Victor n'est pas simplement étudié, il est instrumentalisé, on pourrait dire, hein, par une pluralité d'acteurs, savants, médecins, politiciens. Et la catégorie de l'enfant, en fait, tout ce qui, ces questions, en fait, ce qui montre, c'est que ces questions, qui sont en lien avec un bon développement, elles apparaissent comme un enjeu qui est autant épistémologique, mais aussi grandement politique comme on l'a vu, hein. C'est-à-dire que c'est toujours dépendant du regard qu'on porte au développement. Donc le développement, on le conçoit par rapport au regard qu'on lui porte. Donc il y a une dimension normative, quoi. Voilà, je pense que j'ai été un peu long. Je vous remercie pour votre attention. Donc je vous mets également les références utilisées si des personnes veulent encore creuser. Et s'il y a des questions, vous avez voilà, mon mail au besoin. Vous pouvez me contacter sans problème, je répondrai avec plaisir. Merci pour votre attention.